Si tu es là aujourd'hui, c'est que tu es probablement coach sportif indépendant en salle. Et à travers cette vidéo, j'ai envie de te proposer un contenu un peu différent des autres. J'ai rassemblé toutes les questions que je reçois assez régulièrement en message privé ou toutes les questions que mes élèves me posent ou m'ont posées. Et je vais y répondre une par une. Et Thomas, comment est-ce que toi tu ferais pour avoir beaucoup plus de clients en salle? On commence une activité ou qu'on a déjà une activité de lancer. Pour avoir des clients, il n'y a pas 36 000 façons. Il existe deux prospections, la prospection indirecte et la prospection directe. Aujourd'hui, la plus efficace, ça reste la prospection directe, tout simplement d'aller parler de soi, parler de son offre, discuter avec un maximum de personnes en club. Comment tu ferais toi pour définir et justifier tes tarifs? Alors, ouais, c'est une très bonne question. Beaucoup de coachs vont justifier et définir leurs tarifs en fonction de la région, en fonction du club, en fonction de la concurrence. En fait, il faut juste savoir qu'un tarif, ça se définit d'abord en interne, ça se définit jamais avec des facteurs externes. Donc, par rapport à la valeur qu'on propose, par rapport aux résultats qu'on peut apporter, et par rapport à toute l'émotion et toute la transformation qu'on peut proposer aux clients. T'en penses quoi du coup des coachs sportifs qui vendent à moins de 50 € de l'heure? Pour moi, ils sont esclaves de leur activité et ils peuvent pas vivre longtemps avec ça. Et ce qui va se passer, d'ailleurs, j'en ai fait une vidéo qui va sortir bientôt. Ce qui va se passer, c'est qu'ils vont être poussés à arrêter ou à trouver un autre job à côté. Comment est-ce qu'on fait alors pour pouvoir augmenter ces tarifs? Pour pouvoir augmenter ces tarifs, c'est assez simple. Tout va se passer dans le processus de vente. En fait, première chose qu'il y a à faire, c'est de pas vendre un coaching, pas vendre une prestation, pas vendre un prix. C'est vraiment vendre une histoire, une transformation pour réussir à projeter son client ce qu'il veut vraiment. Et ce qu'il veut vraiment, c'est pas juste voir moins 20 kilos sur la balance. Il faut vraiment le comprendre et vendre ça. Et une chose activable en 24 heures, qu'est-ce que tu dirais à un coach sportif pour qu'il puisse instantanément augmenter son taux de vente? Très bonne question. Je pense que je lui dirais de travailler sur le fait de raconter une histoire et de pas juste parler de termes techniques, d'essayer de projeter son client avec des émotions. Du coup, en tant que coach sportif, comment est-ce que tu ferais pour éviter de vendre en faisant du forcing avec les clients? Si tu as l'impression que tu fais du forcing avec ton client, c'est qu'en fait, justement, tu es en train de négocier un prix. À partir du moment où tu véhicules suffisamment d'émotions, où tu lui fais comprendre quelle transformation il va pouvoir mettre en place et quel bénéfice il va pouvoir en tirer, il n'a même pas besoin de négocier, il a déjà acheté l'histoire. En fait, il faut juste raconter une histoire, l'histoire de sa vie, de son changement de vie en fait. Dans ma salle, moi, on est genre 6. On fait comment pour se différencier? Te différencier, c'est déjà toi, ta personnalité. Entre deux coachs qui travaillent exactement de la même façon, l'humain qui va rentrer en jeu. Et encore une fois, ça va être ta prise en charge. Comment est-ce que tu prends en charge le client de la prospection jusqu'à la vente? Plus tu vas mettre d'humain, plus tu vas apporter de valeur et plus tu vas faire passer d'émotions dans ta prise en charge, plus du coup tu vas être recommandé. Les gens parlent toujours des expériences les plus positives. Et du coup, comment est-ce que toi tu fais pour créer une offre irrésistible? Pour moi, la création d'une offre irrésistible, elle se passe même pas à la vente, elle se passe directement à la séance bilan. Une fois que tu comprends réellement quelle est la motivation profonde, la douleur profonde que veut régler le prospect que tu as en face de toi, en fait, tu vas simplement baser cette offre irrésistible sur ce qu'elle veut, parce qu'elle ne pourra pas résister à ce qu'elle veut vraiment. Et comment tu arrives à trouver justement ce qu'elle veut vraiment? Justement, dans cette séance bilan, le but c'est de pas s'arrêter à une analyse sportive ou corporelle ou de santé, c'est vraiment d'aller creuser, chercher quelles émotions l'ont poussé à venir ici et quelles émotions elle recherche à retrouver à travers sa perte de poids ou sa prise de poids à travers son objectif. Et cette séance bilan doit être gratuite ou doit être payante? Non, il faut vraiment la faire payante. Pourquoi? Parce que si vous faites quelque chose de gratuit, surtout dans les salles de sport, vous allez avoir une quantité de personnes qui vont venir gratter de l'information et perdre un temps incalculable. Donc le but c'est de la faire payante pour filtrer tous les prospects qui ne sont pas qualifiés et qui vont juste vouloir venir gratter, pour avoir que des personnes qui sont prêtes à investir. Du coup, ce serait quoi pour toi la roadmap à faire là en 90 jours pour être sûr d'atteindre les 5 000 € par mois quand on fait du coaching sportif? En 90 jours, je dirais aller voir 10 personnes par jour. Le ratio c'est 10 pour 3. Si on voit 10 personnes par jour, on signe à peu près 3 clients. Pour ces 3 clients, avec un bon process de vente, on peut arriver à faire au moins une vente. 3 clients par jour, ça fait une vente par jour. Sur 90 jours, ça fait même beaucoup plus que les 5 000 €. Et tu viendrais quoi comme conseil du coup à un coach sportif qui a ses premiers closings là en présentiel? Qu'est-ce que tu lui dirais pour qu'il prenne confiance en lui? Très bonne question. Pour avoir confiance en lui, il faut déjà qu'il ait confiance en ses capacités. Aujourd'hui, s'il a un diplôme, ça veut dire qu'il a des compétences en coaching, en accompagnement, que justement, il faut qu'il comprenne que vraiment... En fait, encore une fois, ça revient à la même chose. Il faut qu'il comprenne réellement ce que la personne vient acheter. Est-ce que selon toi, la personne, elle vient acheter un programme, un mécanisme, ou est-ce qu'elle vient acheter une réelle transformation? À partir du moment où tu comprends qu'est-ce qu'elle vient acheter, quelle est la transformation qu'elle vient chercher, tu verras que ça va tout seul et que tu as confiance parce que tu sais que tu peux accompagner cette transformation. Est-ce qu'on a besoin obligatoirement d'avoir des réseaux sociaux pour pouvoir prospecter et avoir des clients en présentiel? Pas du tout. C'est un plus. Moi, j'encourage à le faire parce que derrière, une fois qu'on a atteint un certain palier de rémunération en club, c'est toujours intéressant de pouvoir se diversifier et chercher d'autres revenus à partir du moment où le palier numéro 1 est stabilisé. Et pour atteindre 5 000 ou même 7 000 € de chiffre d'affaires comme moi j'avais fait, il n'y a absolument pas besoin d'avoir
d'avoir un Instagram ou un réseau. Et toi, concrètement, t'as fait quoi, toi? C'est quoi ton histoire? Qu'est-ce que t'as fait, toi, en tant que coach sportif en présentiel? Alors moi j'ai une histoire un petit peu particulière dans le sens où moi j'ai été diplômé et 15 jours après je me suis tapé le Covid, donc j'ai commencé, j'ai arrêté, les salles ont fermé, etc. J'ai repris après le Covid, ça avait été compliqué parce que tout le monde pouvait reprendre une vie et donc les gens n'allaient pas s'enfermer en salle de sport. Moi j'ai passé 1, 2, 3 mois à galérer, j'ai même travaillé à côté parce que j'arrivais pas à signer de clients. Et à ce moment-là en fait je me suis dit c'est pas possible, je me vends à 45 ou 50 euros, je me rappelle, c'était très compliqué, je vendais sur du mois, voire même des fois même à la séance. Je me suis dit je peux pas vivre comme ça, donc moi je me suis fait accompagner, formé, je me suis beaucoup renseigné aussi. Derrière après j'ai mis en place tout ce que j'ai appris et en 2 mois et demi j'ai fait 7 000 € de chiffre d'affaires. Dans ce que tu dis, t'as dit que t'as pris des risques. Ouais. Tu penses qu'il faut obligatoirement prendre des risques en tant que coach sportif pour avoir des résultats? Un ami qui m'est cher qui dit tout le temps no risk, no story. Aujourd'hui, si on prend pas de risque dans l'entrepreneuriat, ça marchera pas. Et toi, du coup, c'est quoi les risques que tu as pris dans l'entrepreneuriat? Alors, un risque assez fou. À ce moment-là, comme je vous avais dit, moi j'ai travaillé 1 mois dans un Super U où je faisais de la mise en rayon, j'ai gagné un peu d'argent. Et du coup, comme je voulais vraiment réussir, je me suis fait former. Et j'ai mis tout ce que j'avais gagné dans la formation. C'est-à-dire que j'avais plus aucune thune, j'avais 0 €. C'est même ma mère qui m'avait fait, sur la vidéo, merci encore, m'avait fait le plein de mon frigo parce que je pouvais plus me payer à manger. Est-ce que tu penses que c'est important en tant que coach sportif de se faire accompagner par quelqu'un pour faire plus d'argent en présentiel? Étant donné que je le fais, je vais pas dire le contraire. Évidemment, en fait, si vous voulez, le gros avantage de se faire accompagner, c'est en fait, ça va vous permettre de sauter au-dessus de toutes les erreurs que vous allez commettre. On pense quoi des traîneurs qui n'arrivent pas à former les coachs? Pour moi, c'est de l'escroquerie. En fait, de base, le head trainer, son job, c'est de, recruter un coach, de le former à tout ce qui est aspect commercial et business et de l'accompagner dans le développement de son entreprise. Aujourd'hui, 80% des head trainers, en tout cas de ce que j'en sais, de ce que je rencontre, prennent juste un loyer et en font un business avant d'en faire un accompagnement. Et aujourd'hui, moi, j'ai récupéré pas mal de coachs qui sont tous dans un réseau avec des head trainers qui ne sont absolument pas accompagnés. Du coup, comment est-ce que toi tu ferais pour pouvoir mesurer ton progrès et ajuster tes stratégies commerciales? Encore une fois, ça c'est l'une des erreurs majoritaires que moi j'ai fait au début, je vais pas dire le contraire, et que beaucoup font, c'est que la plupart des coachs ne mesurent pas leur activité. Donc en fait, tout simplement, référencer sur un tableau simple combien de personnes j'ai été voir en prospection, combien ont pris un rendez-vous, sur combien de rendez-vous, combien ont été présents, sur combien de rendez-vous présents, combien j'ai pu vendre, à combien en termes d'argent et sur quelle mensualité. Une fois qu'on fait ça sur 1, 2, 3, 4 semaines, on a une visibilité tout simplement du business et on a des standards qui commencent à apparaître sur OK, tant de chiffre d'affaires égale tant de personnes en prospection avec mon taux de closing. Ou alors si je suis pas bon en closing, je l'améliore, mais en tout cas voilà, on a le nombre de personnes à voir et les problèmes soit en prospection, soit en closing. Derrière, on a des standards qui naissent. Et t'as pensé quoi des coachs sportifs qui font un deuxième taf pour pouvoir payer leur loyer? Je pense que s'ils le font, c'est qu'ils n'ont pas le choix. À un moment, c'est qu'ils se sont lancés sur un club, que ça n'a pas marché, qu'ils ont réduit un petit peu l'effort, qu'ils sont reposés un petit peu sur leur acquis, pensant que être dans une salle, ça va être très facile parce que tout le monde va vous voir, sans aller prospecter, sans aller faire cette tâche qui est la plus laborieuse. Donc forcément, à un moment, ils vont prendre un deuxième job pour en vivre. Et à partir de ce moment-là, c'est la descente aux enfers parce qu'encore une fois, ils divisent leur temps par 2. Donc 50% de temps de moins sur un club égale 50% de chances de moins d'être efficace et de performer. Du coup, tu penses qu'il faut combien d'heures par semaine pour avoir les 5 000 € par mois en présentiel? Au début, j'aimerais vous dire qu'il ne faut pas se limiter, que plus vous êtes présent, plus vous serez visible. Maintenant, si vous avez un job à côté et vous voulez quand même vous lancer en salle de sport parce que c'est vraiment ce que vous voulez faire, c'est vraiment de ce métier que vous voulez vivre, parce que si vous avez une vingtaine d'heures par semaine, c'est largement suffisant. Comment est-ce que tu gères le côté administratif? Alors ça a été un problème aussi que j'ai eu parce que être auto-entrepreneur, j'avais pas compris que ça représentait aussi toutes les responsabilités. C'était pas que dans le club et c'était aussi sur la gestion de ma boîte, enfin de ma petite entreprise à ce moment-là. Et comment est-ce que moi je gérais ça? Je m'imposais en fait, je me faisais comptabilité et je m'imposais une routine. Par exemple, tous les lundis matins, c'était consacré uniquement à tout ce qui était administratif et déclaration. Est-ce que tu penses que le pouvoir de recommandation, c'est hyper important pour un coach sportif? Évidemment. En fait, 1 égale 5, c'est-à-dire que si vous faites vivre une réelle expérience à un client, c'est comme quand toi tu vas au cinéma, t'as un film qui t'a transporté, t'as un film qui t'a mis des frissons, forcément en rentrant chez toi, tu vas en parler ou tu vas en parler à ton pote, etc. Parce que t'as vécu une expérience de ouf. Donc toutes les personnes que vous allez avoir en coaching qui ont vécu une expérience incroyable, votre expérience en parleront et donc ça a une puissance qui est énorme. Et du coup, c'est quoi pour toi les erreurs à éviter quand on commence son activité de coach sportif? Les erreurs, il y en a pas mal, mais la plus grosse et celle qui vous ralentira le plus, c'est le fait de vous arrêter. Je m'explique. En gros, aujourd'hui, les coachs sportifs, quand ils arrivent dans une nouvelle salle, un nouvel environnement, des nouvelles personnes, il y a un certain inconfort, ce qui fait qu'ils vont aller parler à un maximum de personnes, ça c'est humain, pour aller se faire un premier cercle social. Une fois que ce cercle social il est fait, ça va être les coachs, ça va être les collègues, ça va être les agents d'accueil et certains habitués. À ce moment-là, il y a une zone de confort qui va s'installer et à ce moment-là, ils arrêtent. En fait, il faut essayer toujours de
rester dans cette zone un peu de danger et jamais s'arrêter jusqu'à ce qu'on y arrive. C'est-à-dire, ne vous posez pas à la machine à café pendant des heures, ne vous mettez pas sur l'ordi, sur les tables pendant des heures. Vous n'avez pas encore atteint vos 20 premiers clients, alors allez-y, allez discuter tout le temps. Même si c'est pas dans un but de prospection ou de prise de rendez-vous direct, soyez visible, soyez une pub ambulante, ne vous arrêtez jamais tant que vous n'êtes pas arrivé là où vous voulez. Et du coup, c'est à partir de combien de temps qu'on peut se dire on stoppe l'acquisition en présentiel? Alors, on stoppe jamais l'acquisition en présentiel, on la ralentit. À partir du moment où vous serez entre 20 à 25 clients, donc si vous ferez entre 5 à 7 000 euros de chiffre d'affaires, vous serez tellement visible, vous aurez tellement de clients, on vous verra tellement coaché que les prospects vont venir à vous. Donc, en fait, on la stoppe pas, on la ralentit. Donc, au début, vous avez pas de trafic, vous avez pas de clients, faites que de la prospection. À un moment, vous aurez plein de clients, beaucoup de trafic, et à ce moment-là, on pourra réduire la prospection. Mais il faut juste avoir conscience que votre job premier, c'est d'aller aider un maximum de personnes en salle. Donc, la prospection, même indirecte, elle s'arrête jamais. Et c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ce nouveau format un peu plus brut t'aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Ça me ferait plaisir de savoir si vous souhaitez que j'en fasse d'autres comme ça. En tout cas, j'espère que les questions qu'on m'a posées et les réponses que j'ai pu apporter ont fait sens pour toi. Et si c'est le cas, alors ma mission est accomplie. Et je te dis à très vite chez Gem Acquisition.